Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Super. Valentin, deuxième partie. Oui. Fist et compagnie. Exactement. Dans le premier épisode, tu racontais ton entrée en matière, comment t'as découvert le fist, comment d'abord t'as exploré toi avec toi-même seul, ton rapport au monde extérieur face à ce kink, tu vois, comment tu te construis en comprenant que c'est quand même un kink extrême pour certains, une pratique différente. Tu nous as amené, là on a fini le premier épisode sur je deviens étudiant, j'achète mes jouets, mes premiers jouets qui me permettent de me dilater et d'aller explorer cette analité. Exactement. Et j'ai mes premiers amants amoureux, j'ai des rapports sexuels et là ça bloque un peu. Exactement. Tu rencontres à ce moment-là en tout cas pas de partenaire de fist. Exactement. Ouais, à prime abord, au tout début, c'est des plans très classiques. Je pars vivre 1 an à l'étranger. J'ai une sexualité qui est très classique, hein, sans pratique fist en tout cas. Ouais, mais du coup, sans trop apprécier. Oui, c'est ça. C'est pas désagréable. Hein. Je sais pas que j'y vais à reculons, loin de là. Mais c'est pas. Je me sens pas accompli. Je sens que en termes de plaisir, oui, c'est bien, mais c'est pas wow, quoi. C'est pas fou. Par rapport à quoi? C'est quoi ton échelle? Par rapport aux sensations que moi je peux avoir tout seul. Ah ouais. Avec des jouets. Les jouets sont venus dans ta valise pendant cette année de... Eh non, parce que je suis parti parce que c'était en Chine, donc très compliqué de voyager avec des jouets, pour différentes raisons. J'avais un titre de séjour, donc j'étais résident légal sur le sol chinois. Pour ça, il faut montrer pas mal de choses, montrer patte blanche, que par exemple, je ne suis pas séropositif, on ne peut pas être séropositif et avoir un titre de séjour en tant qu'étranger quand on vit en Chine. Dans pas mal de pays encore aujourd'hui, il y a une sérophobie. Exactement. Donc voilà, donc avec aussi, moi j'arrive dans ces pays avec cette culture, donc je connaissais un peu quand même. Je crois qu'aux États-Unis, c'est la même chose possible, aussi. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est vrai que ça met un frein quand même. Pourquoi tu dis tout ça? Parce que qu'est-ce qu'on pourrait... je comprends pas. Tu crois vraiment qu'on va regarder ta... Enfin, pardon. Tu crois qu'on peut regarder ta valise, trouver des objets, comprendre que c'est... Ça m'incite pas en tout cas, quand mis dans ce contexte-là, je me dis, oui, ok, sexuellement ça va être compliqué, donc ok, moi tant pis, je vais faire une pause, une croix sur ma vie sexuelle. Peut-être des concombres en Chine. Bien sûr, et si besoin, je vais savoir trouver des alternatives sans aucun problème. Et en réalité, c'était une très belle année parce que il y a des gens, hein, j'étais à Pékin, donc c'est plusieurs millions d'habitants, c'est des villes énormes, il y a plein d'étudiants étrangers qui sont aussi comme moi, qui ont une vingtaine d'années, qui sont excités par tout ce qui se passe. Donc oui, j'ai fait de très belles rencontres. Ma vie sexuelle a été folle pendant cette année universitaire à l'étranger. Mais pas dans la dilatation et le fist. Exactement. Donc, et post-fist. Post-fist. Ouais. Et ton pénis, être toi, pénétrer quelqu'un, toi, doigter quelqu'un. Alors, pénétrer, mon pénis ne sert pas. Par contre, pénétrer, doigter, s'occuper d'un cul, oui, ça a toujours été... Pendant ces années-là aussi. Ouais, complètement. Mais depuis toujours, ça a été, je suis fasciné par l'anus de manière générale. Ok. Que ce soit le mien ou celui des autres. Ok. Donc, mais pénis, pénétrer avec ton pénis, ça t'intéresse pas? Non, j'ai pas de plaisir par là. Et donc, il ne sert pas, tout simplement. Tu n'as pas d'érection? Quand tu dis il ne sert pas. Si, j'ai des érections, mais je me masturbe pas. Oui, il ne sert pas dans le sens, c'est pas lui qui pénètre. Exactement. Je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Tu vois, nos chemins, et tu saurais pas pourquoi. Non, mais en fait, c'est question de goût et de couleur. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai pas de plaisir, et le plaisir que je ressens parce que sur mon corps, hein, par la nuit, c'est tellement grand qu'en réalité, il occulte tout le reste. Et il occulte vraiment, mais tout. C'est-à-dire que je n'ai pas exploré, il m'a fallu très longtemps pour explorer d'autres parties de mon corps, que ce pourrait être, par exemple, je sais pas, les tétons, d'autres fétiches qu'on pourrait avoir, les pieds, les mains, etc. Parce que l'anus prend tellement de place dans le plaisir ressenti que c'est aussi un peu la facilité. Je sais très bien que si je vais par là, oui, je vais prendre du plaisir. Est-ce que j'ai besoin d'explorer autre chose? Et après, avec le temps, tu dis, oui, ça peut être intéressant d'explorer d'autres choses. Mais initialement, non. Donc voilà, cette année. Et tu rencontres quand ce proctologue de la première fois du fist? En rentrant de l'étranger,
En rentrant de l'étranger, j'ai eu une année un peu compliquée personnellement, donc c'était aussi une pause. Donc j'ai eu une pause de plusieurs mois à ce moment-là, en termes de relations, etc. Et non, excuse-moi, je comprends. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? oui, je peux en parler très facilement. Je comprends pas ce qui s'est passé. Quand je suis rentré de l'étranger, de Chine donc. De Chine, ouais, je devais poursuivre mes études. Et à ce moment-là, c'était mes parents, entre autres, qui finançaient une partie de mes études. Et il s'est avéré que voilà, la vie a fait qu'ils se sont séparés. Et donc, c'était compliqué de continuer des études, puisque voilà, financièrement, c'est aussi une grosse partie de mes ressources. Donc, j'ai fait une pause études. J'ai dû arrêter, voilà, en me disant, c'est pas grave, je reprendrai plus tard. Et puis c'est vrai que comme beaucoup d'hommes de sa génération, mon papa était quelqu'un qui ne s'occupait absolument pas de la gestion du logement, du foyer, etc. C'était dans la conception familiale, c'était la place de madame. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a plus monsieur et madame, il s'est retrouvé un petit peu démuni face à cette nouvelle réalité. Et ça a été mon rôle, en tout cas, j'estimais que c'était mon rôle d'enfant, que d'être auprès de celui qui avait besoin à ce moment-là d'aide, qui était mon père. Donc j'ai préféré en effet rester en Normandie. Et puis l'accompagner pendant quelques mois, quelques semaines dans ce... Et donc t'as vécu avec lui? J'ai vécu avec lui, ouais. Ouais, donc moins d'espace intime. Alors c'était toujours possible parce que c'est une grande maison, on avait chacun nos rythmes, etc. Je suis resté quelques temps, je suis resté 2 ans et demi après un retour finalement. Okay, wow. J'ai dû trouver un travail parce que comme beaucoup d'étudiants, j'ai fait un prêt étudiant qui commence le jour où les études s'arrêtent. Donc il faut trouver une solution de financement. Donc j'ai très vite trouvé un travail, heureusement. Et donc voilà, face à tout ça, il y a d'autres urgences que d'avoir des rapports sexuels. Et puis c'était compliqué, voilà, aussi un peu technique, hein, parce que c'est la campagne, hein. Tu ouvres Grindr, la personne la plus proche, elle est à 20 km. Et encore faut-il que tu te plaises, et encore faut-il que cette personne te plaise. Enfin, oui, donc alors en plus si tu te dis tiens moi c'est le fils qui m'intéresse, là, on oublie tout de suite, parce qu'en réalité c'est pas possible. Enfin dans ce périmètre il y a pas quoi. Donc même pour des plans classiques ça devient très vite compliqué. Mais malgré tout, bon, quelques, je sais pas, ça a duré peut-être 9 mois, 10 mois de calme. Et puis je reprends une vie sexuelle active en profitant des espaces de liberté que je peux avoir. Voilà, quand j'ai la chance parfois que mon papa soit pas là, qu'il aille travailler de nuit par exemple, ça c'était plutôt pratique. Et je rencontre un garçon qui, pour un plan très classique, qui prend le temps avant de pénétrer de jouer avec mon anus, avec ses doigts, de le masser, de l'étirer. Et il y a deux possibilités de réagir à ça. C'est soit on veut pas trop se dévoiler et puis on contracte et voilà, soit on veut se dévoiler parce qu'il va très vite comprendre que cet anus va s'ouvrir. On va se laisser aller. Je dis tant pis, je me laisse aller et puis on verra bien. Et j'ai pu voir que sur lui ça crée une réaction plutôt positive, hein, que physiquement ça l'excitait. Et je lui ai posé la question, mais t'as pas peur d'un anus dilaté? Il m'a répondu non, au contraire, moi ça m'excite. Très bien. Et la question que j'ai posée, mais le fist, c'est quelque chose que tu connais? Il dit non, j'ai jamais fait, mais j'adorerais essayer. Ça paraît super excitant. Ok, très bien, parfait. Alors je sors lubrifiant gant et on y va. Et genre, voilà. La main dans la table de chevet là, et là, il a soudainement sur le lit tous les éléments. Exactement. Et puis il m'a dit mais j'ai jamais fait, j'ai moi non plus. On va essayer à 2. Et ce jour-là. Alors, je ne saurais pas redire la date, mais c'était en novembre, je crois, donc il y a maintenant 8 ou 9 ans. Je revois encore la position, j'étais à 4 pattes, la tête posée contre le lit, tournée vers la gauche, avec vue sur le réveil. Elle était 23h47. Et cette main est passée, et j'ai de suite compris que c'était ça, en fait, que je cherchais. Donc, ce moment-là, c'était une naissance. Donc lui, il est proctologue? Non, lui, il est pas proctologue. Le proctologue, ça arrive juste après. J'étais très... Donc c'est faux. Ta première fois n'est pas avec un proctologue. Exactement. La première fois, c'est avec une personne qui n'était pas professionnelle de santé. C'était Et est-ce que... parce que dans le premier épisode, du coup, dans la petite intro, j'ai dit que dans mes notes, il y a souligné en gras la méthode Jean-Pierre. Ouais. Est-ce que cette première fois, c'est Jean-Pierre? Non, c'est pas Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Pierre est le proctologue? Non, Jean-Pierre n'est pas le proctologue. N'en dis pas plus. On va garder le mystère. Qui est ce Jean-Pierre? Jean-Pierre, fameux Jean-Pierre. JP. Non, le proctologue, ça arrive après. Première fois chouette. Ouais. Juste, j'ai une question. Toi, dans ton conscient, tu te disais, zut, un anus dilaté, c'est un homme inquiété. C'est un bon slogan, ça. Ouais. Parce que moi, dans mon imaginaire, c'est pas le cas. Ouais. Moi, pour moi, un anus dilaté, c'est un partenaire satisfait. Mais c'est vraiment que dans ma tête. Alors, je pense que oui, c'est un partenaire satisfait à partir du moment où il a fait son ouvrage. C'est-à-dire que si t'arrives et que c'est directement ouvert, c'est ça le problème. C'est ton cas? Bah oui.
Pourquoi? Parce que je travaille déjà. Enfin, quand j'ai eu cette première expérience FIST, physiquement, j'étais plus que prêt à recevoir une main. Enfin, il n'y avait pas de... mon diamètre de dilatation, à l'époque, je pense, on était à 8,5. Et toi, tu gardais le grammage, le nombre de centimètres. Hyper important. Parce que tu en as parlé dans le pré-entretien. C'est très technique, mais c'est hyper important. Ça permet de savoir, justement, quand on achète des jouets derrière, il y a aussi un enjeu financier. Quand on achète des jouets, on peut pas non plus acheter des jouets toutes les semaines. Donc, si j'achète un nouveau jouet, un nouveau sextoy, il faut qu'il corresponde aussi à mon besoin maintenant. Je vais pas passer de 5 cm à 9 cm de diamètre. Ça marche. Compris. Donc, il y a quand tu dis 8 cm de dilatation, c'est que moi, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ah bah attends, j'ai 8 cm ouverts, donc en fait, tu te chies dessus. Ouais, bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, et c'est pas 8 cm ouverts, béants, non-stop, on est d'accord? Et bien sûr, exactement. Tu peux expliquer? Oui, alors c'est que l'anus étant un muscle qui est à l'état repos et contracté, le principe de la dilatation, ça va être justement de le travailler pour l'ouvrir. Mais il va retrouver une place initiale et retrouver son rôle promis qui est celui d'anus. Son rôle promis. Voilà. J'adore ton verbe. Sortie. Son rôle promis. Exit only, hein, c'est son rôle initial quand même. Et donc de ce fait, une personne qui travaille la dilatation, quand tu vas commencer à stimuler un peu cette zone et que tu vas te détendre, bah oui, l'anus il va s'ouvrir, ce qui va faciliter la pénétration. Et je pense que c'est loin d'être une mauvaise chose que d'être dilaté, en tout cas pour faciliter la pénétration aussi après pour ton pénétrant, quoi, pour ton actif. Comment tu mesures les 8 cm? Genre tu te mets une règle. Alors, on peut calculer. Donc, soit en effet, on a le diamètre marchand-vendeur. Voilà. Hein, ah oui, c'est-à-dire l'objet a un diamètre de 8 cm. Ouais. Je coche sur ma petite feuille dilate. C'est ça, 8 cm. 8 cm, ah oui, bien sûr. Techniquement, c'est je suis là. Après, on peut calculer très facilement avec un mètre couturier. On fait le tour de l'objet et puis on divise la valeur par 3,14 par pi et ça donne quelques notions de mathématiques de 5e, c'est important. Hein. Un chouïa scientifique. Pas du tout, mais pour le coup, ça pour moi, ça a de l'importance. On n'a pas le droit de dire ton métier. Hein. Si, je travaille pour une organisation, je travaille pour la sécurité sociale, donc c'est absolument pas... C'est quoi ta compétence? C'est quoi ton domaine d'expertise? Moi, j'aurais dit. Moi, je suis consultant, donc Jus de cerveau. Idée. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais dit un peu scientifique. Ok. Donc, quand on parle de ça se dilate, c'est lorsque je suis excité et après échauffement, j'ai une capacité d'ouverture qui en fait peut se travailler. Exactement. Ok. Exactement. Mais ça se referme. Ouais. Parce qu'il y a quand même des préjugés qu'il y a une incontinence, à dire que du coup t'es plus en capacité de gérer ton transit. En effet. Alors, c'est très compliqué parce que la science n'a pas de réponse à tout et elle explore encore ces questions-là. En tout cas, le domaine de la proctologie, la spécialité qui va s'occuper de cette zone. Les pratiques médicales, elles ont plutôt été faites autour de la censure et du nom et des risques associés. Aujourd'hui, on réfléchit autrement en termes d'un point de vue proctologique, c'est-à-dire, malgré tout, c'est une zone aussi, potentiellement, il peut y avoir une sexualité, les formations en proctologie, tu as eu Tu as écouté les épisodes? Je l'ai écouté Parce que du coup, le docteur Aurélien Garros, qui est notre maître, en fait, qui fait partie des premiers à s'être battus pour qu'il y ait justement un module de formation dans le diplôme depuis ce janvier, dans le diplôme de proctologie. Avant, les proctologues étaient toujours formés aux aspects infections sexuellement transmissibles, maladies, problématiques et risques. Et là, il y a un module sur la question de la santé sexuelle qui n'est pas que lié risque et là-dedans, dans l'épisode que les gens peuvent retrouver en allant voir la liste des épisodes passés, il dit quand même qu'il y a eu pour la première fois une étude où je crois qu'il a pu, avec son collègue, rajouter une question auprès de 20 000 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et ils ont eu l'air de dire, en effet, plus il y a une pratique soit de sodomie, soit même de fist, plus il y a tu augmentes ta chance d'avoir une forme d'incontinence. Mais moi, ça c'est Guillaume qui parle, c'est plus Aurélien Garros, le docteur. Si je fais de la course, du jogging tous les jours, je pense que la médecine me dira que j'ai plus de chances de me niquer les genoux. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc oui, je comprends bien qu'à utiliser un membre tel que mes genoux en courant et en mettant des chocs, bien sûr, dès que je cours, oui, je pense que les risques de je ne sais quelles sont les maladies ou les problèmes que tu as, tes genoux sont
accentué. Bon, parce que moi je trouve que du coup j'ai un peu du mal à ce que les gens se disent ah putain la pratique fait que je vais me chier dessus. C'est pas du tout ça que non du tout. Alors Dr Garros dit. Complètement. Après en effet il y a forcément, je pense que oui tu as plus de risques d'avoir de l'incontinence, mais que une fois de plus c'est de l'empirisme, c'est de l'expérience, c'est aussi ce que j'ai pu voir au travers de pratiquants qui ont 40 ans ou 30 ans de pratique. Ils ne sont pas tous incontinents, et loin de là. Donc en réalité, je sais que ça peut arriver, que ça peut être un facteur, mais que c'est pas parce que tu pratiques que tu seras systématiquement ou forcément incontinent. Donc bon, et en effet, bon, le risque fait partie de la pratique, et je pense qu'il est bien d'être conscient des risques, c'est ça. Enfin, qui inhérents à une pratique, qu'elle soit sexuelle ou autre, et c'est bien partie de la vie. Il faut être conscient de ça. On revient sur ton chemin d'histoire. Une main est passée. Ouais. Ce n'est pas Jean-Pierre. Ce n'est pas Jean-Pierre. C'est joyeux, c'est chouette. Ouais, ça s'est bien passé. Carrément. Il était 23h47 et ça a pris combien de temps pour que la main elle rentre? 1 minute. Ok. Ouais. Donc on peut dire aux auditeuristes qui se disent ah mais j'ai grave envie que toi tu es quand même un être particulier, un être d'exception. Non mais c'est parce que je l'avais travaillé pendant des années avant. Exact, c'est ça qu'il faut dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui dans la pénétration anale peuvent être impatients comme moi. Ouais, bien sûr. Je suis très impatient, bien sûr. Et du coup pas préparé de me dire putain le chef Valentin du Fist, lui c'était 1 minute, mais non. Non, vrai, du tout. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, loin de là. C'est aussi parce que j'ai exploré pendant des années mon corps. Il a fallu du temps aussi parce que dans la pratique à deux, il y a quelque chose qui relève de la confiance. Et que peut-être que j'aurais pu le faire avant, mais à aucun moment je me suis senti en confiance avec un partenaire pour lui proposer. Et c'est la partie pour moi la plus compliquée de la pratique. C'est pas l'aspect technique, parce que l'aspect technique, finalement, tout seul, j'ai pu y arriver sans être trop mauvais et sans me blesser, en suivant aussi les conseils d'autres personnes. Mais la partie, pour moi, la plus compliquée, c'est, je me mets dans une position où je me livrer, où je dois faire confiance à la personne qui va faire un acte qui est hyper intrusif, qui est celui de rentrer sa main dans mon anus. En termes d'intrusion, je pense que dans le degré, alors il y a le cambriolage en premier, et puis après le fist-fucking arrive relativement rapidement, hein, en termes d'intrusion. C'est osé. Alors c'est osé parce que le cambriolage c'est que négatif. Oui, bien sûr. Que toi t'es content. Bien sûr. Mais c'est vrai que malgré tout, dans la position la première fois, même si je le faisais avec beaucoup de plaisir, il y a aussi, quelque chose dans la tête qui se passe, dire c'est quand même extrême, c'est quand même fort, hein, ce qui va se passer. Et il faut quelques temps, quelques semaines, je pense, pour le débunker, pour le travailler, pour reprendre le fil un peu des choses, et puis pour se dire ok, finalement ça me plaît, mais c'est pas un choc, hein, mais très souvent pour les premières fois, en tout cas c'est vrai quand première fois une initiation fist, on s'attend à ressentir tellement de choses, mais c'est tellement intense, tellement diffus, tellement complexe dans toutes les sensations qu'on peut ressentir. Et puis psychologiquement, c'est aussi quelque chose qui est fort, que parfois on en ressent en disant ouais c'était bien, mais ça sera tout. Et en fait, il faut quelques temps après pour se dire ah ouais ça c'était pas mal, ça peut-être un peu moins. En fait, cet aspect-là je préfère. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on travaille, qu'on approche sa pratique, et puis finalement qu'on comprend ce qui nous plaît réellement. Et là, sur cette première fois, avec ce garçon, c'était un plan, t'avais pas une relation, mais tu l'as senti. Ouais. Et je pense que, en tout cas, moi, je trouve personnellement que cette intuition qu'on a en nous, elle est bonne conseillère. Ouais, c'était le bon moment, c'était la bonne personne. En tout cas, c'est très bien passé. On s'est jamais revu après. Parce que pour des raisons de temps, on a continué à parler pas mal, mais puis après, il a dû trouver quelqu'un. Enfin voilà, et on s'est jamais revu. Je ne saurais pas le reconnaître dans la rue. J'ai un problème avec la mémoire des visages, donc ça c'est personnel. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Mais par contre, c'était une très bonne. Tu veux lancer un appel? Non, du tout. Non, en vrai, non. Je suis pas nostalgique. J'espère qu'il va bien, et voilà. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait que je trouve des partenaires qui, eux, pour le coup, étaient spécialisés, qui pratiquaient aussi au même titre que moi. Donc, j'ai commencé à chercher, et c'est là où je suis tombé sur le proctologue. Tu m'as dit que ça faisait tout un temps que tu étais sur Recon, etc. Ouais. Pourquoi jamais avant tu n'as simplement cherché un partenaire là? Alors, je cherchais là aussi, mais c'est vrai que ça a nécessité, alors, soit de se déplacer loin, parce que Normandie, etc., soit sinon d'avoir à pratiquer avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, où malgré tout j'avais quand même besoin
C'est plus le cas maintenant, mais j'ai besoin comme de l'excitation du corps. J'ai besoin aussi de pouvoir pratiquer quelqu'un qui m'excitait physiquement aussi. Il a fallu un peu de temps pour comprendre que oui, le corps c'est un fait, c'est très excitant, mais ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est la connexion que je vais avoir. Mais initialement, à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir une excitation globale, qui était sexuelle aussi. Et là, pour le coup, le rapport au corps est quand même important. Et donc, les quelques personnes qui étaient dans mon champ de déplacement, qui étaient à proximité, soit ne rentraient pas dans mes standards, soit avaient des pratiques associées qui étaient, c'était pas limité qu'au fist, et il fallait, ils demandaient à ce qu'il y ait d'autres pratiques. Et moi, je suis pas Euro, je suis pas BDSM, etc. Donc ça me convenait pas. Voilà pourquoi, en effet. Et puis, Recon, à l'époque, la tranche d'âge, elle était plutôt 45-60, quoi. Moi, j'avais 20 ans, hein, j'avais 22 ans, 23 ans, donc j'étais pas prêt, en tout cas, à aller vers ces personnes-là, quoi. Alors, ce proctologue, quand on s'est rencontrés, il était jeune interne en médecine, et lui aussi, il pratique. Tu as les yeux qui brillent. Ouais, c'était une super expérience. Ça a duré, on se voyait régulièrement pendant un petit bout de temps, et moi, j'ai appris avec lui, et il a appris aussi avec moi, parce qu'on était tous les deux relativement débutants. Et en plus, lui, il arrivait avec sa posture aussi de scientifique et de médecin. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et j'ai appris plein de choses aussi sur justement comment fonctionne le corps, comment fonctionne cette partie, quels sont les risques que je peux avoir. Dès que j'avais un doute, une question, une sensibilité, une douleur, je pouvais lui en parler. Et il pouvait regarder si besoin quand on se voyait. Toi, les touchés aucun problème. Les checks proctologues, t'en avais à la maison. Exactement, c'était quasiment ça. Qu'est-ce que t'as appris, justement? Tu disais, j'ai beaucoup appris des risques. Alors, j'ai appris tous les risques liés aux IST. Moi, j'étais parfaitement, je connaissais pas j'étais pas très peu sensibilisé, en fait, au fait que, on pouvait choper une gonorrhée, une chlamydia. Avec un fist. Avec une pénétration classique, en réalité. Voilà, j'étais t'étais pas sensibilisé. Très peu. Alors, lui, il m'a quand même beaucoup expliqué comment ça fonctionne, etc. Ouais. Tous les risques associés. T'as mis un gant. Je me souviens, ça m'a frappé. Ouais. Ta première fois, t'as sorti le lube et le gant. Oui, parce que malgré tout, je savais que les mains, il y a des bactéries, et cette notion-là, je la comprenais aussi assez facilement. On peut faire sans gants. C'est possible de faire du fist sans gants. Ça nécessite, par contre, d'avoir. Il y a des conditions d'hygiène qui sont à mettre en place. On fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Sinon, faut mettre un gant, mais ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on met un gant, faut pas d'hygiène des mains, etc. Donc, ça fait aussi partie de la pratique. Une question. Et ça aussi, c'est grâce à lui. Les différentes bactéries, ce qu'on appelle par exemple les Shigella, qui sont des bactéries qui sont présentes sur nos mains, qui sont présentes dans tout ce qui va être les matières fécales, etc. Qui peuvent détruire clairement pas mal de choses dans ton corps. C'est très dangereux. Ça arrive régulièrement des cas d'infection, malheureusement. Donc c'est les choses auxquelles j'étais sensibilisé aussi au travers de lui, quoi. Moi, je dis on prend là un temps parce que je me dis est-ce qu'on le fait plus tard et tout, mais non, je pense qu'on est dans le sujet. Donc même si on suit chronologiquement, on fait une petite pause chronologique. Moi, quand j'ai fisté, j'ai pas mis de gants. Ouais. Et du coup, je suis un peu genre merde. Qu'est-ce que grave. Je me suis lavé les mains. Ouais. Et après, j'ai envoyé un peu de javel. Non, c'est un piège. Ça risque de poser problème. Tu rigoles, mais sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos sur le lavement. Et il y a plein de gens qui commentent en disant est-ce que je peux mettre du savon et tout. Non, pas de produit. Surtout pas. Zéro produit. Et les lubrifiants, faut qu'il y ait marqué genre pour activité intime ou que sais-je. Complètement. Oui, en effet, le but c'est pas de passer la serpillière à l'intérieur, c'est pas ça. Non, mais pas de pareil genre du truc pour que ça sente la menthe, des parfums et tout. Non. Enfin, il faut être en phase aussi avec ce qu'on fait. On pénètre un anus. Donc forcément, son rôle premier, ça reste l'évacuation des selles. Donc, oui, ça reste un anus, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise. Il faut être prêt à ça. Et oui, ça peut ne pas être propre. Oui, ça peut avoir des odeurs. Oui, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Il faut juste l'accepter. C'est tout. Je vais fister pour la première fois. Ouais. C'est quoi les conseils santé? Même si on est d'accord, tu n'es pas médecin. Exactement. Toi, tu es un connaisseur et qu'on invite les gens à poser leurs questions à leur médecin généraliste ou à leur procto. Bon courage pour ça. Ouais. Ou en tout cas, de demander à un ou une professionnelle, c'est important. Mais vas-y,
Moi, tu me conseilles moi. Je te demande de me conseiller moi. En tant que fisteur la première fois? Moi, je vais fister, ouais. Bah déjà de sentir à l'aise avec la question, avec la pratique, parce que c'est la base. Je dois avoir quand même conscience que je vais pénétrer quelqu'un avec ma main. Je fais pas uniquement, je peux le faire pour faire plaisir à quelqu'un, mais je dois aussi y trouver comme une certaine forme, au moins de curiosité. Ensuite, sur le fait, l'hygiène des mains, en effet, on peut le faire sans gants. Par contre, il faut laver les mains, clairement, voilà, avec un savon pour aseptiser aussi un peu les mains. Une fois qu'on l'a fait, éviter de toucher à tout et n'importe quoi. Hein, c'est bête, mais tu vois, une poignée de porte, le téléphone, non, hein, ça reste sur le côté. Avoir des ongles coupés, limés, c'est hyper important les ongles parce que les petites abrasions, elles peuvent être faire saigner. Alors, c'est pas très grave de saigner tant que c'est pas abondant, etc. C'est pas dramatique. On s'arrête, on fait une pause, on rince et puis on voit ce que ça donne. Mais voilà, les ongles doivent être pas de nail artist ou je ne sais trop quoi. Malheureusement, c'est pas compatible. Hein. Oui. Ah non, c'est un bon point. Peut-être si j'ai du vernis sur les ongles. Alors, c'est pas forcément. Moi, j'avais un partenaire qui mettait du vernis. C'est pas de comment dire. C'est pas grave, je pense, mais malgré tout, oui, ça reste un produit. Donc, je peux comprendre que ça puisse poser problème à un passif. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant des années avec un partenaire qui mettait du vernis, j'ai jamais eu de souci. En tout cas, je le ressens pas. Mais c'est mon point de vue Passif, c'est receveur. Hein. C'est ça, passif, c'est receveur. Ouais. Exactement. Donc voilà, déjà l'hygiène des mains. En tout cas, s'il n'y a pas de gants, il y a plus de possibilités qu'une IST se transmette s'il devait y avoir. Ouais. Je suis pas trop sûr si tu as des coupures sur les mains. En tout cas, le gant, c'est une sorte de protection, on peut quand même dire ça. Les gants, malgré tout, pas n'importe quel gant, pas des gants de cuisine. Hein. L'idée, c'est qu'ils soient très lisses. Il faut qu'ils soient très adaptés à la main parce que le moindre pli, les plis peuvent être très vite gênants sur les gants. Des gants qui sont stériles ou non stériles, c'est pas très grave encore ça, mais qui soient pas poudrés. Parfois, certains gants sont poudrés à l'intérieur pour faciliter la mise, l'insertion de la main. Ça, la poudre, elle est hyper, elle brûle, hein, donc voilà. Il faut que le gant il soit lisse. Parfois, on va acheter des gants, par exemple, de tatoueurs, qui sont des gants qui sont pas poudrés, qui sont adaptés à ce genre de pratique, mais qui ont une granulosité. Ça peut être très gênant. Voilà pourquoi aussi beaucoup de personnes pratiquent sans gants, parce que c'est compliqué de trouver la bonne paire de gants, les bons gants. Et puis parfois ça peut valoir, il y a quelques marques qui sont vraiment très très bonnes, mais ça peut valoir un petit peu d'argent quand même. Hein. C'est vite 30 €, certaines marques de gants pour 50 gants quoi. Que j'utilise qu'une fois. Exactement. Les gants, ouais. Exactement. Je peux pas les. Voilà. Donc après des gants à usage multiple, qui sont des gants en latex ou en d'autres matières qui peuvent être utilisés plusieurs fois. Mais là par contre, une fois de plus, il faut être, en termes d'hygiène, c'est compliqué parce que il faut les laver, il faut les repoudrer, les retalquer, il faut les replier, etc., etc. Donc ça nécessite aussi un entretien. Voilà pour ce qui est de l'aspect gants. Un bon lubrifiant. Alors lubrifiant, soit des lubrifiants déjà faits, donc adaptés au fist, soit des lubrifiants à base de poudre qu'on va mélanger avec de l'eau. Qui sont adaptés, qui font des textures très très visqueuses, certains plus que d'autres. Alors il y a trois grandes marques dans ces poudres. Certains sont plus visqueux que d'autres. Donc la texture parfois peut être dérangeante. Ça peut faire rire certains. Voilà. Et puis pour d'autres ça peut être un peu plus dérangeant. Et puis ensuite il y a tous les lubrifiants à base de graisse. L'un des plus connus qui est initialement pas un lubrifiant qui s'appelle le Crisco, qui est une espèce de pâte végétale utilisée dans la cuisine pour faire des cookies States. Voilà, mais voilà, ça peut s'utiliser. Alors pour moi le lubrifiant c'est pas au fister, en tout cas voilà, au pénétrant de décider. C'est vraiment moi passif, moi receveur, quel lubrifiant j'utilise. Parce que moi par exemple les graisses je suis pas fan, ça voilà, j'aime pas. Par contre j'ai l'habitude de mon lubrifiant fait de cette façon-là parce que mon lubrifiant donc c'est de la poudre que je mélange avec de l'eau et plus on va mettre de poudre et plus il va être voilà. Donc je connais aussi la texture du lubrifiant que je veux avoir. Ouais, ton dosage, etc. Parce que quand t'as dit des lubrifiants faits, moi, je savais pas tout ça. Donc, en fait, dans le commerce, j'achète une petite bouteille où il y a déjà le mélange qui est préfait. Exactement. Et en fait, il y a des lubrifiants fist où c'est une poudre que j'achète et après, c'est moi qui la mélange. Exactement. Et je peux doser plus ou moins pour avoir... Moi, j'ai trouvé ça rude, hein. Le truc avec les filaments blancs et tout, ça, j'ai trouvé que c'était compliqué, ouais.
Ouais. Ça visuellement, c'était ça. J'ai l'impression un peu de glaire. Alors ça dépend en effet comment on le fait, hein, parce que certains vont les mettre plus épais que d'autres. Plus il va être épais, plus il va donner cette texture de glaire. Texture en tout cas très filandreuse, qu'on pourrait avoir un peu parfois dans certains films d'OVNI, etc. Voilà. Oui, du sang d'alien. Voilà. Hein. Blanc et tout. Exactement. C'est un peu cette idée-là, mais ils sont pas tous comme ça, et ça dépend aussi en effet du passif. Pour moi, ce qui est à éviter dans les lubrifiants, c'est tout ce qui va être lubrifiant dit anesthésiant. Moi, c'est une grosse erreur. Personnellement, c'est mon point de vue, parce que le risque de ça, c'est au mieux que l'effet soit pas fou et que ça fasse juste que brûler ou chauffer et que ça n'a pas trop d'intérêt. Pareil, lubrifiant chauffant, pour moi, c'est à proscrire, c'est à éviter. Je trouve que ça n'apporte rien en tout cas. Ouais. Et puis ça peut même aller en tout cas pour les lubrifiants un peu anesthésiants, ça peut aller très loin dans le sens où oui, ça va peut-être t'anesthésier un petit peu, mais du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est de ressentir les sensations pour savoir si on va trop loin ou pas. Parce qu'il y a un risque de blessure et le fait de s'anesthésier, je suis pas sûr, en tout cas, surtout au début, quand on découvre son corps, etc., que ça soit une bonne chose. C'est pour moi un risque, donc à proscrire dans un premier temps. Et puis ensuite, pour la pratique en tant que telle, alors, pour moi, je trouve qu'on n'a jamais trop de lubrifiant, hein, il faut pas avoir peur. Hein. Y aller progressivement, un doigt, 2 doigts, et puis aussi laisser ce qui est intéressant, c'est aussi de laisser le fisté, c'est la personne qui est pénétrée, laisser aussi un peu guider, hein, parce que la position de la main, elle va dépendre de chaque cul. On a tous un cul différent. La taille de notre rectum est pas la même. Ton rectum n'est pas mon rectum. Donc forcément, la manière dont la pénétration va se faire n'est pas la même pour une personne ou pour l'autre. Donc au début, quand on connaît pas, au début, quand on connaît pas, c'est le receveur qui guide. Ça peut être bien. J'ai vraiment senti ça, quoi. Moi, dans ma première fois, j'avais tellement peur de lui faire mal. Mais je sais. Oui. J'étais tellement concentré. Dis-je en mettant mon poing, en tendant mon poing. Ouais, j'étais ultra concentré, très très doux. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une connexion très très intime, un moment vraiment privilégié de confiance, etc. Du dégoût. Ouais, je peux comprendre. J'ai quand même dû batailler avec ça. Mais j'étais en fait 100% concentré sur son plaisir. J'étais heureux de partager ça avec lui. J'étais heureux de lui procurer ça. Il était, tu vois, on communiquait bien. Donc, tu vois, j'avais confiance que j'allais pas lui faire mal, que c'était bien, quoi, que c'était... Mais ouais, j'avais beaucoup de dégoût. Ouais, mais je peux comprendre. La peur de faire mal, elle fait aussi partie... intégrante de la pratique, et c'est normal de la garder, et même avec de l'expérience. Oui. Parce que justement, ça permet aussi de mettre des limites. Après, on apprend à s'approcher des limites quand on connaît bien son partenaire, quand on évolue avec un partenaire, mais elle est importante. C'est pour ça que pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif à prime abord, et c'est après mon rôle. En tout cas, moi, j'aime le fait d'initier aussi dans les deux sens, en tant que fisteur ou fisté. Mais quand on me dit j'ai peur de te faire mal, pour moi, j'explique que c'est pas forcément une mauvaise chose, et que tu vois, je vais te montrer. Et en réalité, on se rend compte très vite, en tout cas, aujourd'hui, que si vraiment tu veux me faire mal à moi personnellement, il faut que tu le fasses volontairement et sciemment. Oui. Parce que mon niveau de pratique fait que c'est pas possible de me blesser, je pense, involontairement avec une main. Voilà. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui t'as un consentement éclairé, où on se dit on se fait du fist, on va pas se faire mal. En fait, tu peux aller en toute douceur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas un peu trop loin, la personne t'envoie un signal, tu recules. Exactement. Et du coup, cette douleur-là, tu peux pas forcer. Exactement. À moins de le vouloir faire du mal. Il y a une expression qui justement a été utilisée par l'un des propriétaires de la Fistinière, donc cette maison d'hôtes qu'on a évoquée lors du premier épisode tout à l'heure, qui dit on séduit l'anus. Et c'est vrai, en effet, on prend le temps de masser. C'est quelque chose en vrai qui existe parfois même pas dans les relations classiques, hein. Masser, doigter gentiment, bouffer. Enfin, l'anulingus, c'est quelque chose qui est finalement relativement pratiqué dans le fist, hein. On prend le temps de mettre celui qui va recevoir dans la position de pouvoir recevoir. Il doit être en confiance, il doit être détendu. Ça se fait pas comme ça. En tout cas,
l'optimum, c'est que ça se passe pas comme ça. Alors oui, en effet, quand tu connais ton partenaire, quand ça fait des années que tu vis ensemble ou des années que tu pratiques la même personne, oui, on va directement parfois au but aussi parce qu'il y a une excitation à ça. Mais au début, ça va pas être ça. On doit prendre le temps de se mettre en condition, et puis c'est aussi se mettre dans une bulle. La connexion, elle est hyper importante, et elle se fait pas justement où la main elle rentre, elle se fait déjà avant. Et c'est là où, si tu veux, on peut venir à la méthode Jean-Pierre, la fameuse. Ou on la garde pour l'épisode 3. Comme tu veux. Non, mais c'est cool, ouais, on va la garder pour l'épisode 3. Mais je trouve que cette partie-là, j'ai vraiment kiffé. Peut-être on ferme cette partie un peu genre conseil, démarrage et tout. Très bien. Moi, cette partie-là, qu'on joue au massage, qu'on joue avec mon anus, jouer moi avec un anus, enfin, dans les deux sens, jouer, masser, élargir, mais avec de la douceur et ça j'adore. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un préalable au fist. C'est pas un préliminaire. Pour moi, c'est un rapport intime que j'adore. Je trouve que, en tout cas, le partenaire auquel je pense, il y a un soin, il y a une douceur, et il y a vraiment, c'est entre le massage de la prostate que normalement j'aime pas trop, mais il y a un truc, je sais pas, il y a un truc vraiment trop cool qui du coup en effet me dilate, ou moi je dilate la verdade, j'adore. Ah ouais. Avant qu'on essaie d'insérer des trucs trop importants. Avant qu'on passe du coup à l'épisode 3, à la méthode Jean-Pierre, est-ce que tu as d'autres éléments dans ces années partagées avec le procto fisté-fisteur? C'était dans les deux cas? C'était dans les deux sens? Donc c'était versatile, donc c'est-à-dire qu'on était tous les deux donneurs et receveurs. Ouais. Donc ça, c'est une bonne façon aussi d'apprendre, hein, parce que c'est aussi en donnant que j'ai aussi compris comment est-ce que mon corps il réagit, pourquoi est-ce que cette zone-là, finalement, oui, je vais avoir un recul là. On ressent, alors on transpose aussi sur l'autre, mais on comprend aussi certaines ressentis, mais purement physiques. Ok, pourquoi est-ce que quand il va plus au fond du rectum, pourquoi est-ce qu'il y a ce moment de recul, pourquoi est-ce que c'est plus serré là, comment c'est fait, etc. Et c'est aussi grâce au fait d'être versatile, hein, oui, que tu peux comprendre. Parce que du coup, dans ton intérieur, en fait, il y a des anneaux, c'est ça que j'ai entendu dire. Il y a des muscles, enfin puis il y a même des inclinaisons. Moi, je sais que quand je fistais, il me disait genre plus à gauche, plus à droite. Ouais. En effet, il y a l'anus, hein, qui est donc l'entrée, hein, puis à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le rectum, hein, qui est une forme d'ampoule un peu, hein, quelque part. Hein. C'est une zone qui est assez, enfin qui est plutôt, enfin qui peut recevoir en tout cas une main. Et au bout, au fond de ce rectum, on a ce qu'on appelle le sigmoïde, en fait, hein, qui est un ensemble d'anneaux serrés qui remontent vers le côlon descendant. Et cette partie-là, cette zone-là, certains la travaillent, certains l'ouvrent et la dilatent. Hein. Quand on prend au coude, par exemple, quand on prend un fist jusqu'au coude, c'est que le sigmoïde, cette zone-là, elle a été travaillée, ouverte, et qu'on va bien plus loin que le rectum. Mais cette zone-là, elle n'est pas naturellement ouverte. C'est une zone qui est plus fermée chez certains que d'autres. Ce sigmoïde, qui donc a une forme particulière, est plus accentué chez certains que d'autres. Et donc, certains vont y trouver du plaisir, d'autres un peu moins, certains de la douleur. Moi, c'est mon cas, c'était mon cas en tout cas, que dès qu'on commençait un peu à explorer cette zone, c'était un rejet. Quoi. Ouais. Après, avec le temps, on comprend comment les choses fonctionnent, et puis parce qu'on peut y trouver une excitation. Mais il a fallu que je puisse aussi passer de l'autre côté, hein, en tant que fister, pour comprendre comment c'est fait. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Comment est-ce que ça se passe? Et finalement, pour moi, cette versatilité, le fait d'être à la fois et fister et fisté, elle m'a beaucoup aidé dans ma pratique en tant que receveur. Ouais. T'es toujours en contact avec Monsieur Procto? Toujours. Ah, ouais. Vous êtes potes? Oui, alors ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu parce que moi je quittais la Normandie et lui aussi. On s'est croisés, on aurait pu se voir il y a quelques mois à Berlin pour la Folsom, qui est un événement fétiche européen. Et on n'a pas eu le temps de se voir. Bon, après on était tous les deux très occupés, mais on ne s'est pas revus. Et là, il va falloir qu'on arrive à trouver un moment pour se revoir. Ça fait 5 ans, je pense, maintenant qu'on s'est pas vu. Ok. Donc ça peut être très intéressant. J'ai envie de dire depuis le premier épisode que on pourrait mettre des liens dans le descriptif de l'épisode. Alors j'ai toujours des gens qui me disent je trouve pas et tout. Je sais pas comment décrire, mais dans les applications d'écoute, faut cliquer sur le titre. Ouais. Ou bien faut cliquer sur le nom du podcast puis le titre. Mais dans tes épisodes, on pourrait mettre le lien vers ton Twitter. Ouais. On pourrait mettre, si tu me l'envoies, le lien du documentaire sur la fistinière. Ouais. Et zut, j'ai oublié et d'autres liens que tu voudrais. Ouais, ça marche. Je sais pas si t'as genre des ressources sur le fist éthique, etc. Tu pourras, tu mettras. On verra ça, tu vois.
Je peux penser à certaines choses. Ça va être faisable. Ok, on ferme ce chapitre-là. Ouais. Rendez-vous dans quelques jours pour notre 3e partie. Nous parlerons de cette fameuse méthode JP. Ouais. J'ai encore l'anecdote du coming out à maman sur le fist. Vraiment, ça, on ne va pas la louper. Et puis la suite du chemin, parce que là, on a bien avancé déjà. Ouais, c'est pas mal. On a encore une petite dizaine d'années. 7 ans, 6 ans. C'est très bien pour une dernière partie. Ça va. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.